Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le plaisir et l'immense plaisir de recevoir ce matin le docteur Mohamed Ghanem, qui est cardiologue connu de toute la communauté pour toute son implication en prévention cardiovasculaire. Il a longtemps dirigé des centres de réadaptation cardiaque et aujourd'hui, il est par ailleurs angioplasticien, ce qui est important à rappeler, c'est tellement rare, prévention et angioplastie en même temps. Et actuellement, Mohamed, vous êtes dans un centre à Gonesse et en même temps à l'université de Picardie dans un groupe de recherche, groupe APER, que vous dirigez. Alors, aujourd'hui, on a parlé de génération Z. Qu'est-ce que c'est que la génération Z? Eh bien, écoute, la génération Z, en fait, c'est une génération qui est née entre 1997 et 2012. Soit, en fait, dans cette génération, on a des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Alors, pourquoi Z? C'est en rapport avec zapping, en fait. Et si on donne une description générale à cette génération, c'est une génération non conformiste. Voilà, c'est ça la génération. Juste la génération non conformiste. Mais alors si on fait appel à cette génération Z non conformiste, on ne peut pas, puisque tu as situé le moment du départ de cette génération Z, on ne peut pas éloigner l'invention de tout ça, Internet, les réseaux sociaux. Alors, quid de tout ça? Est-ce que ça affecte le développement de tous ces enfants nés pendant cette période-là, des adolescents d'aujourd'hui et des adultes? Est-ce que leur cerveau n'est plus le même que les antiques cardiologues que nous sommes? En fait, la question est très bien posée parce que la génération Z, en fait, elle est née avec Internet qui est bien installé dans la société. Et donc, il manipule très bien tout ça. Comme tu le sais, le cerveau humain est le centre de commande de tout, y compris de l'affection, de la raison, de la motricité, de la sensibilité, etc. Mais tout ça ne se met pas en place en un jour. C'est comme Rome, il faut quand même du temps. Et en fait, notre cerveau, il est, si j'ose dire, complet en formation après 20 ans. Et le cerveau de l'adolescent et de l'enfant, en fait, c'est un cerveau qui est immature, qui est en formation et en évolution. Et donc, en fait, ce qui le spécifie, ce cerveau d'enfant et d'adolescent, est qu'il est en fait très émotionnel. Et stimulé en permanence oui, par l'environnement. Pas raisonné. Il n'est pas raisonné, il n'y a pas de raisonnement réellement. Il est géré par l'affectif et les émotions. Et donc, c'est ça qui fait que le cerveau, en fait, il faut quand même du temps, de l'expérience, etc. On y reviendra pour qu'il soit formé complètement. Alors, quels sont les éléments qui vont former ce cerveau? Le cerveau de l'adolescent et de l'enfant est totalement modélé par son environnement. Il y a trois choses qui vont participer à sa formation. La première chose, c'est la stimulation. Donc, il faut que l'enfant soit stimulé pour développer la fonction. Si vous ne parlez pas à votre enfant, il ne parlera pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les jeux. Donc, il faut que les jeux de l'enfant soient des jeux qui sont volontaires, qui sont libres, non imposés par calme et non imposés voilà, par machine, les jeux vidéo voilà. qui ont surtout comment dire, un caractère assez addictif pour l'enfant et qui coûte de l'argent. Donc c'est une affaire en fait commerciale. Et la troisième chose, c'est les mouvements. Le mouvement, l'enfant, quand il va marcher, quand il va courir, quand il va faire les quatre pattes, eh ben, il va découvrir son monde en fait et il développe son cerveau. Alors, les conséquences des écrans, il faut dire qu'ils sont un peu dangereux. La première chose, c'est l'addiction. Pourquoi pourquoi l'enfant est addictif à un jeu? Parce qu'en réalité, quand on regarde un jeu, il y a une satisfaction, il y a une
sécrétion de la dopamine qui est très plaisante. Et quand on est adulte, à un certain moment, on va dire stop. On a assez regardé, on va arrêter. Pourquoi? Parce qu'on a le cortex préfrontal qui est déjà développé. Il n'est pas développé chez l'enfant. Ce qui le rend plus fragile et plus... Ce qui le rend plus fragile et plus addictif parce qu'il ne peut pas dire on arrête maintenant parce que son cerveau n'est pas encore fait. Donc, pardon, ça c'est très important. La vulnérabilité de ces enfants-là est liée au fait que, à cause de ces non-stimulations dans le calme, comme tu disais, est choisie, va éviter le développement du cerveau préfrontal, c'est ça? Non, parce que le développement, le cerveau préfrontal, il faut du temps pour qu'il soit formé. Il faut jusqu'à 20 ans pour qu'il soit totalement formé. Mais là, si tu veux, ça arrive un peu plus tôt que la formation totale. Et donc si tu veux, il n'y a pas cette satiété. Donc, il va répéter la même chose. Et comme il est addictif, il va négliger toutes les autres activités aux dépens de cette activité aux écrans. Et ce qui favorise d'ailleurs l'échec scolaire, ce qui favorise la solitude. La deuxième chose, c'est les troubles neuropsychiques. Il est parfaitement démontré que les écrans favorisent les troubles neuropsychologiques. Et la troisième chose, évidemment, ce que tu connais très bien, c'est la sédentarité, parce qu'il y a un isolement, parce qu'il y a une addiction, parce que tout le temps est en fait consacré aux écrans et pas aux autres activités. Ce qui explique aussi sur les troubles neuropsychiatriques, tous ces jeunes, toutes ces histoires qu'on voit de gamins hyper violents qui peuvent tirer une balle sans aucune émotion, sans aucune réflexion. Tout cela crée de nouvelles pathologies, si on comprend. Absolument, parce qu'en fait, quand on regarde comme le cerveau n'est pas encore en maturation complète, on est très influencé par ce qu'on voit aux vidéos. Et quand on voit des vidéos qui sont très violentes, eh bien, ce qui fait... La conséquence chez l'enfant, c'est que lui-même, il va considérer que c'est normal et donc il peut devenir violent. Et la deuxième chose, il devient moins empathique. Il n'a pas d'empathie. Et c'est pour cela que des fois, les enfants sont très, très, très violents entre eux parce qu'il n'y a pas d'empathie. Plus d'intelligence émotionnelle, plus d'empathie, ce qui le rend tout à fait perméable à des gestes qui sont bien sûr... Oui, il a moins de limites. Il y a moins de limites parce que justement, ce cerveau préfrontal qui doit donner des limites, il n'est pas encore totalement formé. Très bien. Pour revenir un peu sur ce qui intéresse les cardiologues aussi, la sédentarité. Qui dit sédentarité expose aussi ces enfants à l'âge un peu plus tardif ou même à l'adolescence à l'obésité, gros facteur de risque cardiovasculaire. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, tous ces enfants de la génération Z vont avoir d'autres facteurs de risque et peut-être des maladies cardiovasculaires beaucoup plus tôt? Absolument, absolument, parce que d'abord, si tu veux, notre mode de vie a changé. La surconsommation des écrans va provoquer la sédentarité. La sédentarité va provoquer le manque d'exercice physique qui va provoquer à son tour un surpoids qui est un facteur de risque qui est de plus en plus fréquent et que les accidents cardiovasculaires surviennent de plus en plus tôt dans la population française. Il faut dire que, si tu veux, en France, l'activité physique chez l'adolescent et les enfants n'est pas très développée. Il y a une étude qui était faite il n'y a pas très longtemps, c'était en 2022, qui démontre que sur 25 pays supposés riches, la France se classe le 22e. On a 87% de nos adolescents et nos enfants qui ne font pas d'exercice physique. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que l'exercice physique est plus fréquent à l'école primaire qu'au collège, et plus fréquent au collège qu'au lycée, et plus fréquent au lycée qu'à l'université. Ce qui a pour conséquence une baisse de l'activité, de la capacité physique de nos adolescents de 20%. En 1987, par exemple, nos adolescents peuvent courir à 800 mètres à 14 km/h. Et là,
ils les courent à 9 km/h. Donc ils ont perdu en capacité physique à cause justement de cette sédentarité. Alors si on reprend tout, la génération Z, c'est plus tout ce que tu as décrit sur les écrans et l'environnement, réseaux sociaux, etc. Cette addiction, le temps passé devant les écrans est phénoménal, si on en croit tes diapos de ce matin. Est-ce que tu peux nous dire un peu un mot sur ça, justement? En fait, entre le web, entre les consoles, entre la télé, le smartphone, généralement, il y a 80% de nos enfants qui passent plus de 8 heures. Et quand on regarde l'évolution écran par écran, eh bien, c'est la télévision qui n'a pas beaucoup bougé. Pourquoi? Parce que les enfants, actuellement, regardent de moins en moins la télé. Ouais. Par contre, le web, il passe de 2 heures en 2011 à 17 heures, 18 heures en 2022. 18 heures par semaine. Là, oui. c'est par semaine. Là, c'est par semaine. 8 heures par jour, mais 17 heures par semaine. Et le temps qu'on passe devant les écrans, évidemment, il y a une totale négligence de toutes les autres activités. Alors pour terminer, j'ai beaucoup aimé le message que tu délivrais sur, en fonction de l'âge, on va autoriser ou pas certains types d'écrans avec une durée qui est limitée. En fait, si on s'adresse aux parents et à ceux qui nous regardent, ce sont aussi des parents. Comment leur donner la clé pour réduire ce temps d'écran et l'adapter? Alors déjà, si tu veux, il faut aussi signaler que nos enfants et nos adolescents, en regardant les smartphones, eh bien, ils diminuent la sécrétion qui emmène le sommeil, qui est la mélatonine. Oui. Et de ce fait, donc, en fait, ils ont des insomnies, ils dorment mal le lendemain, et le lendemain, ils sont très, très fatigués. Donc, si on voit, par exemple, un adolescent ou un enfant actuellement, il est généralement addictif, il passe énormément de temps devant les écrans, il est angoissé, il est anxieux, il a quand même un mal-être en général, une solitude. Alors, maintenant, pour revenir à ce que tu viens de me dire, sur la prévention. Effectivement, il y a beaucoup surtout nos psychiatres qui ont travaillé sur le sujet. Ils nous donnent quand même des conseils pour baisser cette addiction aux écrans. La première chose, c'est ils nous ont donné pour chaque écran un âge. Et pour chaque âge, un temps d'exposition. Un temps à passer devant l'écran. Par exemple, je te donne un exemple, à 3 ans, smartphone, pas plus de 10 minutes et en présence des parents. À 9-12 ans, 30 minutes, mais il faut quand même que le parent soit à côté. Il y a aussi, nous ont donné 4 formules à appliquer. La première, c'est jamais d'écran le matin. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, avant d'aller à l'école, ils ont déjà regardé la télé. La deuxième chose, pas au déjeuner, parce que ça coupe la relation sociale. Et la troisième, pas en chambre, parce qu'il est tout seul, il peut rester des heures. Et la quatrième, justement, pas au coucher. Donc, il faut appliquer. Ça, c'est pour les écrans. Maintenant, pour l'activité physique, il est parfaitement démontré que tout ça, en fait, est réversible. Il y a une étude qui a montré l'étude Ipsos. Elle a montré que nos enfants regardent les écrans 10 fois plus qu'ils lisent. Et quand ils lisent, généralement, c'est des images, des BD, etc. Ce n'est pas vraiment de la lecture. Et ils ont remplacé les romans à l'eau de rose par des dark romans, de la violence, de la sexualité, etc. Et 50% de nos enfants, en lisant, ils regardent en même temps son écran. Alors, l'étude qui est bénéfique, c'est l'étude qui démontre pour l'exercice physique que quand on fait 15 minutes 9 secondes d'exercice physique par jour, eh bien, on diminue énormément. Enfin, en fait, les 15 minutes 9 secondes permettent de rétablir la situation. Ça veut dire qu'elle corrige les défauts cognitifs, les défauts physiques et la psychologie. C'est le message par l'activité physique et le contrôle par les parents des temps d'exposition. Alors, ce qu'on ne sait pas,
c'est que l'exercice physique, puisqu'on parle d'exercice physique, il a aussi des effets organiques sur le cerveau. L'exercice physique permet au cerveau d'augmenter ses capacités cognitives, d'apprentissage, de concentration, et permet aussi l'ossification, puisque l'os est formé de résorption et d'accrétion. L'accrétion, c'est la concentration de calcium et de phosphate sur l'os. Et l'exercice permet surtout l'accrétion, donc la solidification de l'os. Donc un minimum de 15 minutes d'activité physique par enfant et avoir les règles que tu nous as largement démontrées aujourd'hui. Mohamed Ghanem, merci pour cette curiosité Génération Z et j'espère que l'on va tous commencer à être un peu plus alertes vis-à-vis de nos enfants. Merci.